la série de panels, bien sûr, suit son cours et nous suivrons à présent des échanges sur les défis et opportunités pour accélérer l'inclusion financière. Ce panel sera modéré par M. Maxime Adoko, président du comité monétique NCA Bank. Monsieur Maxime Adoko. Qui se ferait tout doucement un chemin vers nous. Mesdames et messieurs, on accueille, s'il vous plaît, comme il se doit, Monsieur Maxime Adoko. Monsieur Maxime Adoko, vous pouvez vous installer dans le siège rouge. Je rappelle que vous êtes président du comité monétique NCA Bank et que vous modérez le panel sur les défis et opportunités pour accélérer l'inclusion financière. Monsieur Maxime Adoko, c'est à vous. Merci. Si je peux me permettre, Monsieur Maxime Adoko est plutôt le président du comité monétique national et non le président du comité monétique NCA Bank. Merci beaucoup. Je voudrais d'entrée souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce panel et remercier les promoteurs de Bénin Investment Forum pour cette initiative qui nous donne l'opportunité tous les ans donc de révéler un peu plus le Bénin aux investisseurs. Et j'aurai donc l'honneur de modérer le panel sur l'inclusion financière. Pour plus de détails sur, je vais dire ma personne, je suis ingénieur informaticien de formation. J'évolue dans le secteur bancaire depuis une quinzaine d'années. Je suis actuellement le chef département banque électronique de la NCA Bank Bénin. Et donc, le thème qui nous réunit ce soir porte sur les défis et opportunités pour accélérer l'inclusion financière. Alors, avant donc d'inviter les panélistes, qu'il me soit permis quand même de donner une petite définition de ce que nous entendons par inclusion financière. C'est vrai que suivant les différentes littératures, la définition peut varier, mais comme nous sommes dans l'espace IOMOA, si on se réfère du moins à la définition de la Banque centrale, la BCEAO, qui définit l'inclusion financière comme un accès permanent des populations à une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés à coût abordable et utilisés de manière effective, efficace et efficiente. Et donc, c'est un peu la définition que le régulateur donne de l'inclusion financière. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur les défis et les opportunités pour accélérer donc cette inclusion financière. Et pour débattre de ce sujet, je vous prie d'accueillir M. Serge Soglo. Serge Soglo, j'espère qu'il est présent. Voilà. Serge Soglo est titulaire d'un MBA en finance et administration des affaires. Il totalise une vingtaine d'années d'expérience avec des entreprises leaders dans le domaine du transfert d'argent, de la banque, des télécoms et du fintech. Et je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Serge Soglo est le directeur général de MTN Mobile Money Bénin SA. Donc je vous prie de l'accueillir à nouveau. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Soglo.
À la suite de M. Soglo, je voudrais inviter Maxime Fado. J'espère qu'il est présent. Merci Maxime. Maxime Fado est un professionnel des services financiers. Je vous prie de l'accueillir aussi. Maxime Fado est un professionnel des services financiers digitaux et de l'inclusion financière avec plus de 10 ans d'expérience dans les télécoms et le développement du mobile money. Il est depuis juin 2021 le DG de la société Malaika, qui est un marketplace. Merci Maxime de nous rejoindre. Alors, je voudrais également inviter Amel Alavo, s'il est présent. Merci Amel. Je vous prie de l'accueillir également. Amel Alavo est un consultant en finance digitale et spécialiste en inclusion et éducation financière numérique. Il totalise également plus de 12 ans dans le secteur bancaire et financier avec une passion que nous lui connaissons, une très grande passion pour la monétique et les paiements électroniques. Donc, Amel Alavo est le gérant de CIF Group, Société d'inclusion financière, depuis bientôt 8 ans. Il intervient dans des projets d'éducation financière et digitale avec Aflatoum International et le programme d'éducation financière de la Côte d'Ivoire au bénéfice des populations jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Amel est également un consultant formateur en éducation financière auprès de la BCAO pour le compte du Bénin. Merci Amel d'avoir répondu présent à cette invitation. Alors je voudrais inviter enfin Herman Agassi. Merci de l'accueil. Amel Agassi est un informaticien, consultant en transformation digitale. Il a notamment fondé l'entreprise Nautilus Technologies, qui a formé d'ailleurs des dizaines de développeurs de l'écosystème béninois et qui fournit des prestations de transformation digitale à plusieurs institutions au Bénin et ailleurs. Amel est également le cofondateur de FEDAP, qui est une fintech panafricaine à Cissé, et dont il est aujourd'hui le président. Bonsoir Amel. Bonsoir Eman, toutes mes excuses. Bonsoir Eman et soyez les bienvenus. Donc c'est vous dire quand même que pour débattre de ce thème-là, Benin Investment Forum est allé chercher quand même les compétences les plus avérées pour quand même nous éclairer sur cette question. Alors, je pense que nous allons commencer. Alors, ce que... Oui. Oui. Monsieur Adoko, si je puis me permettre, juste avant que vous ne commenciez le panel, vous faire un petit rappel sur la nécessité de gain de temps. Nous sommes un peu pris par le temps, donc nous avons encore plusieurs autres présentations à venir, que les interventions soient succinctes et que ça passe quand même assez vite. Merci beaucoup pour la compréhension. Merci beaucoup. Nous allons essayer de gérer le temps au mieux. Alors, l'inclusion financière, c'est un thème qui est très cher aujourd'hui à nos gouvernants et à la Banque centrale. Et quand nous nous référons un peu aux statistiques de 2020 sur l'inclusion financière en Afrique subsaharienne, alors nous notons en tête depuis longtemps le Rwanda, qui a un taux d'inclusion financière de 93%, le Kenya 83%, la Tanzanie 65% et la zone UEMOA, puis dans sa globalité, occupe la 4e place avec 62% de taux d'inclusion financière. Et donc quand nous nous intéressons particulièrement au Bénin, aujourd'hui nous avons quand même un taux d'inclusion financière très élevé dans l'espace UEMOA, 77,8%. Derrière la Côte d'Ivoire, 77,9%.
Et donc, nous pouvons dire quand même que nous satisfaire du progrès qui a été effectué depuis les 10 dernières années. Et ce progrès a été possible grâce à des acteurs. Au nom de ces acteurs, donc, il y a MTN Mobile Money. Et donc, je voudrais adresser ma première préoccupation à M. Seck-Soglo. Alors, M. Soglo, alors dites-nous, hein, quel était l'intérêt pour un émetteur de monnaie électronique comme MTN Mobile Money au lancement de ce projet ambitieux? Est-ce que MTN Mobile Money était guidé par l'inclusion financière ou, je vais dire, par la recherche de nouveaux centres de profit? Et aujourd'hui, c'est un fait, le succès de MTN Mobile Money n'est plus à démontrer. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous les leviers sur lesquels MTN Mobile Money agit pour sa contribution de premier rang à l'inclusion financière au Bénin? Merci, M. Sow. Okay. Merci beaucoup, M. Adoko. Bonsoir. Je pense que la première question, c'est une question pour moi, elle est un peu comme si on demandait à quelqu'un qui est un médecin qui s'est engagé à travers le serment d'Hippocrate pour dire, voilà, je veux soigner les gens. Ma mission est de sauver les gens. Mais en fait, si je fais juste ce parallèle, c'est pour dire que pour Mobile Money, l'inclusion financière, en fait, c'est notre mission. S'il n'y a pas ce défi de l'inclusion financière, il n'y a pas de raison pour Mobile Money d'exister. Donc, quand on parle d'inclusion financière, c'est de notre ADN, c'est notre raison d'exister. Et cela se résume à travers même la mission de l'entreprise, qui est en fait que tout le monde a le droit d'avoir des services financiers modernes. Et quand nous disons tout le monde, c'est tout le monde. Ce n'est pas une certaine partie de la population, c'est que tout le monde, du nord au sud, de Bukombe à Pira, quel que soit l'endroit, quelles que soient les classes sociales, tout le monde a le droit d'avoir accès aux services financiers. Donc c'est la raison d'exister de MTN Mobile Money. Et pour nous, tant que nous n'avons pas atteint les 100%, nous avons encore beaucoup à faire. Donc, comment nous nous y prenons comme levier pour pouvoir y arriver? Je pense que c'est essentiellement, je vais parler de deux choses rapidement. La première, en fait, c'est l'accessibilité. Parce que nous avons compris pour accélérer l'inclusion financière et que tout le monde y ait accès, il faut être accessible. Et pour être accessible, quand on regarde aujourd'hui, c'est d'abord une accessibilité à travers l'ouverture de compte. Aujourd'hui, vous pouvez ouvrir votre compte Mobile Money vous-même. Si vous êtes enregistré sur le réseau GSM, vous pouvez ouvrir votre compte vous-même. Et vous avez déjà la possibilité d'aller jusqu'à 200 000 de transactions par mois. Donc, c'est une accessibilité déjà pour l'ouverture de compte. Il n'y a pas de frais à payer. Donc, nous avons déjà agi à travers ce premier levier. Le deuxième levier, toujours dans le sens de l'accessibilité, c'est l'accessibilité pour les opérations. Aujourd'hui, vous avez à peu près 60 000 points pour faire vos opérations dans tout le Bénin, dans tous les villages. L'objectif pour nous, c'est d'être partout. Partout et partout. On a aujourd'hui à peu près 40 000 points à cette heure. Il y a encore beaucoup de choses à faire à ce niveau. Mais encore une fois, c'est toujours d'être plus accessible, d'être proche de nos clients. Et aussi l'accessibilité aussi en termes de coûts. Parce que quand on parle d'inclusion financière, il faut aussi avoir des offres qui facilitent en fait la gratuité pour certaines couches de la population. Donc aujourd'hui, pour les frais de transfert, nous avons mis les frais gratuits, pour la tranche la plus basse, pour permettre en fait à nos abonnés, à ceux qui ont envie de participer à cette inclusion financière et qui n'en ont pas les moyens de pouvoir transacter gratuitement. Aujourd'hui, les paiements aussi sont gratuits. Quand vous allez payer au niveau du réseau d'accepteurs de paiement, c'est gratuit. Donc, ce sont quelques leviers sur lesquels nous avons appuyé. Et le deuxième grand levier en dehors de l'accessibilité, c'est les nouveaux services. C'est d'offrir vraiment une grande variété de services pour qu'aujourd'hui, les gens puissent tout faire avec Mobile Money. Il ne doit pas avoir quelque chose qu'on peut faire de son argent qu'on ne peut pas faire avec Mobile Money. Donc c'est vraiment pour nous notre ambition de pouvoir avoir tous les Béninois inclus financièrement. C'est ce qui justifie l'existence de MTN Mobile Money. Merci beaucoup, M. Soglo. Je note que MTN Mobile Money s'est investi d'une mission. Ce n'est pas le profit d'abord. Si c'était le profit,
MTN Mobile Money ne se serait pas engagé. Cependant, Monsieur Fado, alors, en tant que professionnel des services financiers digitaux et de l'inclusion financière, maintenant avec plus de 10 ans d'expérience, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui, les initiatives allant dans le sens d'inclure les populations, les initiatives prises par les gouvernants, le régulateur et tout, est-ce que ça va vraiment vers la population cible? Ok, merci beaucoup pour cette question. Il faut dire que pour ces 2 dernières années, ou au titre même de 2019-2020, il y a eu plusieurs initiatives. Et je vais en citer peut-être quelques-uns au niveau du Bénin et de l'UEMOA. Au niveau du Bénin, on a eu l'initiative du projet Adapami qui a contribué à l'ouverture de plus de 120 000 comptes, et ce au niveau des institutions de microfinance. On a eu, dans le cadre de ce même projet, le renforcement de capacité des acteurs du système des services financiers décentralisés. On a eu des initiatives aussi appuyées par l'Intia Bank et CIF Group présent ici d'ailleurs, dans le cadre de la semaine internationale de l'argent, où on a formé des étudiants sur les questions d'éducation financière. Il y a eu des initiatives aussi lors de la journée internationale de l'épargne, où la question centrale c'était de parler de l'épargne aux étudiants, aux apprenants. Également, il faut noter par exemple aussi qu'il y a de nombreuses initiatives telles que le disait le DG de MTN Mobile Money au niveau local par les opérateurs qui ont quand même contribué à cette avancée. Il y a eu de nouveaux services. Aujourd'hui, on était parti sur des services de base qui existaient, les paiements, les transactions. Aujourd'hui, on parle peut-être beaucoup plus de transactions de banque vers le compte wallet, etc. On parle des initiatives de tontine avec les EM. Il y a pas mal d'initiatives, les initiatives de go médical pour que les gens puissent réserver. Il y a tellement d'initiatives. Et aujourd'hui, on va au niveau Banque centrale, même au niveau de l'UEMOA, il y a des initiatives telles que les pays tels que le Burkina, la Côte d'Ivoire ou le Togo qui ont validé aujourd'hui leur stratégie nationale d'inclusion financière. Nous, on en est encore un peu à la traîne, mais on voit qu'au niveau du Burkina, par exemple, avec la validation de cette stratégie, ils ont pu mobiliser avec le bail de la Banque mondiale près de 100 millions pour financer des initiatives allant à l'endroit des jeunes, des femmes, des gens à faible revenu, etc. Voilà un peu quelques initiatives que je peux citer qui ont été menées par les acteurs. Le régulateur, on sait qu'aujourd'hui, au niveau Banque centrale, il y a eu pas mal d'initiatives pour renforcer le dispositif de suivi des interventions des acteurs pour contrôler tout ce que les acteurs font dans le système pour éviter aussi les dérives, etc., etc. Donc il y a eu pas mal d'initiatives et d'ailleurs on note au titre de 2019 que l'ensemble de ces initiatives ont réellement contribué à la croissance de tous les indicateurs qui permettent aujourd'hui à la Banque centrale d'apprécier le taux d'utilisation globale des services financiers, qui aujourd'hui on est passé de 55% en 2018, on a fini à 60,1%. Et sur l'ensemble des autres indicateurs, que ce soit le taux global de pénétration géographique, démographique, le taux de bancarisation, etc. Donc, l'ensemble de ces initiatives menées par l'ensemble des acteurs, FinTech, agrégateurs, OTM, et les acteurs principaux ont réellement contribué à une avancée de l'inclusion financière. Merci. Merci, M. Fado. Et donc, vous confirmez quand même que ces initiatives sont allées vers la cible. Parce que, oui, les initiatives, il y en a beaucoup, mais est-ce que la cible est réellement atteinte? C'est-à-dire cette population qui ont des revenus très faibles, qui sont pour la plupart analphabètes, est-ce qu'elles sont vraiment prises en charge? C'est vrai que je dis qu'on a avancé, mais il reste encore des défis. Parce que tant qu'il y a encore des poches, parce qu'on le veut ou non, il reste encore des acteurs qui sont exclus. Parce que lorsqu'on regarde même l'indicateur aujourd'hui, on vous dit sur une échelle de 0 à 1, nous sommes à 0,499. Donc il y a encore des acteurs qui ne sont pas encore pris en compte, notamment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau de l'ensemble des États de la Banque centrale de l'UEMOA, on est en train d'adopter
la stratégie nationale d'inclusion financière, où il y a des axes qui sont prévus pour désormais prendre en compte l'ensemble de ces acteurs qui sont exclus. Donc, je ne dirais pas que les acteurs sont pris en compte, mais il reste encore des défis à relever pour une inclusion financière plus réussie. Voilà. Merci beaucoup, M. Fadon. Je note qu'une stratégie nationale d'inclusion financière s'impose. Alors, je persiste. Peut-être que M. Agassi va m'apporter plus de lumière. Monsieur Agassi, aujourd'hui, comment pouvons-nous adopter les offres de services digitaux à cette population cible? Vous qui êtes informaticien, est-ce que les services qui existent aujourd'hui sont vraiment adaptés à cette population analphabète? Vous savez, au Bénin, le taux d'alphabétisation est encore autour de 43%. Et nous parlons environ 56 langues au Bénin. Alors, comment prendre en compte dans les offres de services cette diversité linguistique et ce taux d'analphabétisation qui est quand même assez élevé? Merci M. Adoko. Je vous remercie d'avoir invité sur ce panel FEDAPI. Merci à MTN aussi pour cela. Alors, votre question, je la trouve quand même difficile. Comment adapter, pour des populations cibles qui parlent plusieurs langues, on va dire vernaculaires, comment faire en sorte que ces populations aient accès aux services financiers de façon très facile? Moi, je vais parler de l'adaptation globalement. Et je pense que pour aller vers l'adaptation, il faut d'abord des préalables. Il faut parler de ces préalables et une fois que ces préalables sont définis, on peut maintenant imaginer comment adapter. Même si l'adaptation, c'est de travailler techniquement pour innover et créer. En termes de préalables, je pense qu'il faut d'abord penser à l'environnement réglementaire et politique, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il faut étudier les usages les plus réguliers des populations cibles. Parce que, est-ce que nous savons dire aujourd'hui, c'est quoi les usages les plus réguliers des populations cibles pour avoir accès à tel ou tel service? On sait qu'aujourd'hui, par exemple, la téléphonie est l'outil le plus répandu en termes d'accès à un service. Et en troisième lieu, il y a ce qu'on appelle l'identification des personnes. Aujourd'hui, le programme Ouri, par exemple, fait un travail remarquable dans plusieurs pays. Donc, il y a aussi l'identification des personnes. Donc, quand tout ça est défini, on peut maintenant parler et étudier l'adaptation. Et en termes d'adaptation, moi je pense que la première chose à faire, c'est de miser forcément sur la téléphonie. Parce que c'est le canal le plus répandu aujourd'hui. Même la grand-mère qui est au fin fond du pays a peut-être un petit téléphone avec lequel elle peut appeler et tout. Donc quand on doit adapter, il faut peut-être adapter autour de cet outil qui est la téléphonie. Et donc, en plus de la téléphonie et toujours sur la téléphonie, notamment, quand on parle d'inclusion financière, on ne peut pas occulter l'USSD par exemple, qui est très utilisé aujourd'hui même parfois par des gens qui n'ont pas une très grande alphabétisation. Parce que c'est un service c'est un outil qui est très accessible facilement, avec un petit code et un petit parcours, on peut rapidement avoir accès à un service. Donc, en gros, pour nous autres, pour qui essayons d'innover un peu, nous sommes obligés d'utiliser les populations comme des vecteurs de ce que nous créons. Parce que quand les populations sont des vecteurs, forcément, dans un premier temps, il y a une démocratisation de ce que vous avez fait. C'est-à-dire ce que vous faites, ce que vous créez, ce que vous mettez à disposition est disponible dans les dialectes. Quand la population se sent concernée, quand vous avez étudié les besoins des populations elles-mêmes et qu'elles se sentent concernées, les services, on va dire financiers en gros, sont disponibles dans les dialectes. D'accord? Et donc, quand le service est disponible dans les dialectes, qu'est-ce qui reste? C'est de pouvoir faciliter l'utilisation ou l'accessibilité à ces populations-là. Et en cela, je pense qu'il faut pouvoir utiliser les populations comme le premier acteur marketing de tous les services
qu'on fasse en sorte que les outils et les services financiers soient disponibles, par exemple, à chaque 1000 mètres carrés au moins. Parce que quand on parle d'inclusion financière, parfois on a l'impression qu'il faut accéder à distance, mais c'est surtout le fait de rendre l'accès tout court. Donc, si la personne qui ne comprend ni français et qui ne sait ni lire et écrire peut se déplacer à 50 mètres de chez elle et aller dans un kiosque et accéder à tous les services privés, publics ou financiers dans sa langue, c'est pas que c'est elle qui manipule forcément les outils, mais elle y accède dans un kiosque à 50 mètres dans sa langue et peut payer ce service, quel que soit son moyen et n'importe comment. Nous aurons adapté réellement les services financiers aux populations cibles. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ces explications. Il faut de l'adaptation. Je vais revenir certainement à vous. Parce qu'il faudra aussi associer, me semble-t-il, les populations depuis la phase de conception. Tout à fait. Des services. Il faut des conceptions. Si je peux ajouter, tout ça implique aussi ce qu'on appelle l'éducation financière. C'est-à-dire que aujourd'hui... On va y revenir. Ah, merci. On va y revenir. Effectivement, il se pose un problème d'éducation financière, et ce qui m'amène directement vers monsieur Alavo, qui est un spécialiste en la matière. La question de l'éducation financière, monsieur Alavo, dans l'atteinte de l'objectif de l'inclusion financière. Bon, monsieur Fador l'a déjà évoqué brièvement. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons une stratégie nationale d'éducation financière? Et de votre position de spécialiste, comment cela pourrait se décliner ou s'opérationnaliser, d'accord, pour que nous puissions atteindre une inclusion financière, je dirais, totale? Merci Massim. Je remercie déjà mes prédécesseurs. Effectivement, pour le compte de l'UEMOA, nous avons une stratégie régionale d'inclusion financière qui, en son axe 4, a prévu effectivement de renforcer l'éducation financière et la protection des consommateurs des services financiers. Et donc, si je me souviens bien, je crois, fin 2019, donc décembre 2019, il y a eu un programme régional d'éducation financière pour les 8 pays de l'UEMOA qui a été finalement adopté, je crois, en mars 2020. Et ce programme régional d'éducation financière est censé être décliné en programme national d'éducation financière au niveau des 8 pays de l'UEMOA. C'est vrai qu'à ce jour, le Bénin ne dispose pas encore de programme national d'éducation financière. C'est vrai également que la stratégie nationale d'inclusion financière peut être rédigée simultanément avec le programme national d'éducation financière. Peut-être que c'est l'approche que le Bénin a choisie. Certains pays de l'Afrique de l'Ouest ont déjà leur stratégie nationale d'inclusion financière, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina, comme le Niger, comme le Sénégal. Je crois que le Sénégal est pratiquement bouclé. Et parlant de programme national d'éducation financière, il y a la Côte d'Ivoire, qui est le premier pays d'ailleurs, et je crois que le Togo est en train de boucler également son programme national d'éducation financière. Alors au Bénin, on n'a pas encore de stratégie ou de programme national d'éducation financière, mais il y a pas mal d'actions qui sont initiées dans le sens de l'éducation financière. Alors, je me souviens en mars 2020, nous on a organisé un atelier sur l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires, puisque c'est également l'un des axes que le programme régional d'éducation financière a prévu, puisqu'il est prévu que l'éducation financière doit être intégrée en milieu scolaire et en dehors de l'école. Alors, en milieu scolaire, l'éducation financière pourrait être intégrée de plusieurs manières. Ça peut être soit une matière enseignée, donc on aura une matière éducation financière, soit c'est l'éducation financière sera infusée dans les matières existantes, un peu comme les mathématiques. On peut apprendre par exemple aux enfants, aux jeunes, à calculer le taux d'intérêt, par exemple, parlant de mathématiques financières. Donc on parle d'infusion. Ou soit l'éducation financière pourrait être, disons, intégrée un peu comme une activité parascolaire, un peu comme on fait le sport, un peu comme on fait la danse, un peu comme on fait le théâtre, d'accord? L'éducation financière pourrait être intégrée de cette manière. Ça, c'est en milieu scolaire. En dehors de l'école,
l'éducation financière pourrait être enseignée par exemple à l'église, d'accord, à travers les écoles de dimanche. L'éducation financière pourrait être intégrée par exemple lors des activités ludiques. Donc il y a beaucoup d'approches qui sont utilisées en termes d'intégration d'éducation financière au sein donc des pratiques. Aujourd'hui, l'éducation financière reste, disons, un élément très important pour l'atteinte des objectifs d'inclusion financière. Parce que vous ne pouvez pas demander à des populations d'accéder et d'utiliser des services financiers alors même que ces populations ne savent pas, ne maîtrisent pas les contours donc, des services que vous leur proposez. N'ont aucune idée donc, de la pratique ou du moins de la manipulation de ces services financiers. Donc aujourd'hui, l'éducation financière reste, disons, un pilier important pour l'atteinte des objectifs d'inclusion financière. C'est vrai qu'à côté de l'éducation financière, puisqu'on parle d'éducation, il y a forcément une éducation digitale aussi à promouvoir. Parce que oui, vous avez formé des gens sur la connaissance, sur les notions de base en termes financiers, mais vous leur demandez donc de transacter et ils ne savent pas utiliser donc le téléphone. Donc ça reste également un défi qu'on doit relever pour atteindre l'inclusion financière. Donc, pour nous, l'éducation financière reste un défi majeur. L'éducation digitale également reste un défi majeur. Et puis après, si nous nous référons à ce qui est indiqué au plan mondial, l'atteinte des objectifs d'inclusion financière ou une inclusion financière réussie s'appuie sur 4 éléments. Il y a une bonne politique réglementaire, donc une bonne réglementation, une bonne éducation financière et une bonne protection des consommateurs. Et moi, j'ajoute un 4e élément pour parler d'une bonne expérience client. Parce que si vous avez une bonne éducation financière, c'est vrai, ça veut dire que vous maîtrisez les services financiers, vous savez les manipuler, vous avez... vos intérêts sont bien protégés, donc en termes de protection des intérêts des consommateurs, et qu'il y a une bonne réglementation pour dire que le régulateur est là pour dire, voilà, ce qui se passe, c'est pas bon, ça ne répond pas aux normes, etc. Et qu'à côté, vous ne pouvez même pas initier une transaction et respecter donc, et suivre un parcours client assez intéressant. Vous avez beau avoir tous ces éléments-là à votre profit, mais vous ne pouvez pas utiliser le service. Vous raccrochez. Et donc pour moi, en dehors des 3 éléments qui sont indiqués, il y a un élément qu'on peut ajouter. C'est vrai, c'est discutable, hein, mais pour moi, il y a un dernier élément qui est l'expérience client. Donc c'est ce que je peux dire rapidement sur votre question. Merci beaucoup, monsieur Alavant, et merci pour toutes les initiatives de CIF Group en la matière. Merci. Nous allons revenir un peu vers le DG de MTN Mobile Money. Monsieur Soglo, alors notre préoccupation aujourd'hui, c'est surtout sur les contraintes et les défis auxquels s'expose encore la marche vers l'inclusion financière totale. Malgré les nombreuses initiatives existantes, on n'est toujours pas à l'inclusion financière, je dirais, totale. Alors, donc, quelles sont vos propositions pour lever les barrières qui résistent encore pour permettre d'atteindre cet idéal d'une population sans des inscrits du système financier, au vu, bien sûr, de toutes les barrières qui subsistent encore et que vous voudrez bien aussi lever un coin de voile dessus. Voilà, merci, M. Soglo. Ok, merci. Je pense que parfois déjà, quand nous disons que nous ambitionnons d'avoir 100% d'inclusion financière, parfois ça peut sembler quelque chose de chimérique. Mais la réalité, c'est que c'est quelque chose qui se fait. Il y a des pays qui ont atteint ces taux-là. Aujourd'hui, quand vous prenez les pays scandinaves, Danemark, Suisse, etc., c'est des pays aujourd'hui qui sont à des taux d'inclusion financière de 100%. Donc ça veut dire que n'importe qui que vous voyez est inclus financièrement. Donc ça veut dire que ce n'est pas quelque chose d'impossible. Et je pense que c'est un défi pour nous au niveau de notre pays de pouvoir arriver à ce niveau-là. Maintenant, forcément, il y a des obstacles, il y a des challenges que tous les acteurs donc, vont continuer à pouvoir adresser pour que cela devienne une réalité. Donc déjà, je vais adresser le point que ce n'est pas quelque chose d'impossible, absolument pas. C'est quelque chose que nous pouvons atteindre très vite. Mais pour cela, il y a des barrières qu'il faut lever pour pouvoir adresser les barrières à l'entrée. Et les barrières à l'entrée, vous avez d'abord les barrières en termes d'identification.
Parce que si la personne n'a pas une pièce d'identité, forcément, ça devient déjà une première barrière. Et aujourd'hui, les pièces d'identité, quand vous allez dans certaines localités, plusieurs personnes n'ont toujours pas de pièce d'identité. Alors, comment nous relevons ce défi, peut-être spécifique à nos contextes africains? Il y a des démarches qui sont déjà faites aujourd'hui avec le gouvernement pour pouvoir lancer la nouvelle carte. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut qu'on accélère pour qu'au Bénin, tout le monde puisse disposer de cette carte. Et cela va se faire à travers forcément, encore une fois, une question d'accessibilité, parce que le coût doit pouvoir aussi aller dans le sens d'une meilleure accessibilité et mettre en place aussi des subventions pour pouvoir faciliter l'accès à ces cartes, parce que tout le monde a besoin d'avoir cette carte-là. Si quelqu'un n'a pas une carte, il ne peut pas, ça devient la première barrière qu'il faut que nous puissions adresser. Alors, la deuxième barrière que je vois, que nous devons aussi regarder de très près, c'est la problématique en fait des zones rurales, la problématique de l'analphabétisme dont certains de mes prédécesseurs ont parlé, mais je veux insister sur le fait que l'analphabétisme aujourd'hui dans le monde digital ne doit plus être une barrière. Je pense qu'il y a quelques années, certains disaient quand WhatsApp était là, que ceux qui étaient analphabètes ne pouvaient pas utiliser WhatsApp, mais aujourd'hui ça a complètement changé. Aujourd'hui, il y a l'audio WhatsApp qui est un moyen aujourd'hui qui facilite en fait la communication même pour les personnes qui ne sont pas alphabétisées. Donc ça nous pose toujours la problématique de nous adapter aussi dans une certaine mesure à nos réalités pour pouvoir trouver encore des solutions pour ne plus accepter le taux d'analphabétisme même comme une barrière. Je pense qu'on doit pouvoir psychologiquement se dire cela ne doit plus être une barrière pour nous, nous devons trouver des solutions pour que les gens puissent utiliser ces services-là, même s'ils ne savent pas lire ou écrire. Donc c'est une opportunité qui est là et qu'il faut qu'on puisse relever. Et quand on regarde plus ou moins en Afrique aujourd'hui, on a remarqué qu'à peu près, en termes d'inclusion financière, on a encore un retard à peu près d'environ 20% chez les femmes. Alors, quand vous regardez dans nos localités, dans nos régions, il y a une grande opportunité de pouvoir se concentrer encore sur les populations féminines, sur les populations rurales, pour pouvoir, encore une fois, adresser avec des offres spécifiques à chaque segment. Parce que chaque segment a des besoins différents, a des attentes différentes. Donc, ce n'est pas une stratégie d'avoir quelque chose de global pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des services qui fonctionnent plus ou moins pour tout le monde, mais pour pouvoir aller plus loin, il faut qu'on puisse avoir encore des services qui vont toucher les besoins spécifiques de chacune de ces communautés, de ces groupes-là, pour accélérer l'inclusion financière. Le côté réglementaire, l'environnement réglementaire, je pense que mes prédécesseurs ont parlé de cela, forcément c'est quelque chose qui va aussi lever certains aspects, parce que aujourd'hui quand vous regardez en termes de circulation de la monnaie, la réalité, la monnaie électronique ne fait pas encore grand-chose en termes de pourcentage de contribution à la circulation de la monnaie fiduciaire. Donc, comment nous faisons pour amener un Bénin que nous aimons à travers le fait que tout le monde peut payer désormais en ligne, où on n'a pas besoin de se déplacer avec de l'argent physique, on n'a pas besoin d'aller faire des files d'attente pour payer un service. Comment nous arrivons à pouvoir en fait lever aussi ce type de barrière? Donc ça reste quelque chose que, du point de vue réglementaire, il faut qu'il y ait des mesures encore plus fortes pour pouvoir conduire à ce que certains niveaux, certains types de transactions puissent être exigés du point de vue électronique. Et je pense que c'est quelque chose qui a commencé. Il y a beaucoup de projets, par exemple, sur lesquels nous travaillons avec l'État, avec des entreprises, pour pouvoir justement mettre de l'argent électronique dans la chaîne, faciliter les paiements. Aujourd'hui, les pensions sont payées à certains pensionnaires, en fait, aujourd'hui, par la monnaie digitale. Et je pense que nous devons nous rappeler qu'il y a quelques années, des gens devraient faire des kilomètres pour venir toucher leur pension. Donc, quand
on est en train de contribuer à transformer ce genre de choses, cela nous montre encore une fois que nous avons une grande responsabilité. Et ces barrières-là, je pense que le Bénin aujourd'hui est dans une logique très digitale et c'est quelque chose qui, du point de vue des réformes qui sont en cours, va pouvoir nous permettre au niveau du cadre réglementaire d'améliorer l'environnement. Je suis totalement d'accord avec ce que M. Alavo a dit par rapport à l'éducation financière. Je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un must-have. Et dans certains pays, ça a été intégré même dans le système éducatif, comme il a dit. Donc, oui, il faut inclure financièrement, mais il faut qu'on aille encore au-delà en nous assurant que ces clients, ces personnes, ces abonnés, nos compatriotes, tout le monde, je veux dire, comprend de quoi il s'agit. Tout le monde comprend qu'en termes de gestion de son argent, il y a des choses qu'il a besoin d'apprendre pour pouvoir encore mieux gérer son argent. Et c'est ce rôle-là aussi que nous, en tant qu'acteurs, nous devons contribuer à pouvoir apporter. Donc globalement, je résume en fait ces barrières-là en termes de barrières, en termes de documents d'identification, en termes d'accès de certaines couches spécifiques pour pouvoir augmenter le taux global, en termes d'environnement réglementaire sur lequel nous devons travailler avec les acteurs impliqués, la Banque centrale et l'État, et de l'autre côté l'éducation financière, sans oublier aussi les services. De nouveaux services, des services encore plus faciles, des services encore qui arrivent à résoudre réellement des besoins spécifiques dans la vie des personnes. C'est un grand pas pour nous aujourd'hui de voir que, par exemple, les gens peuvent payer l'électricité de la maison. Il n'y a plus besoin de prendre sa facture et d'aller... C'est des choses qui doivent nous amener à nous dire, oui, on est à une étape, mais il y a encore énormément de choses à faire et c'est un défi qu'il faut qu'on continue de relever. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Soglo. Je pense que vous avez, je vais dire, faire le tour des difficultés, des challenges du moment, mais il y a encore des perspectives. D'accord? L'éducation financière, des services adaptés. Monsieur Agassé, la grand-mère du village, comment lui, demain, il peut payer aussi sur un marketplace, c'est-à-dire commander son piment là. Ok, merci pour la question. C'est vous qui êtes le concepteur des solutions. Tout à fait. Alors, avant de répondre à votre question, l'une des barrières aussi, c'est de ne pas laisser libre cours à l'innovation. Et quand on parle d'innovation, la seule barrière, c'est le mental. Donc, tant qu'on pense que tout est possible, on arrive à innover carrément de toutes les manières. Pour rebondir sur votre question, j'ai dit tantôt dans ma première intervention que quand on parle de services financiers et d'inclusion financière, il ne s'agit pas forcément de dire qu'on rend accessible ce service à distance ou en ligne. Il faut tout faire pour que ces couches dont on parle aient l'accès tout court, quelle que soit la façon. Et donc, quand on parle d'inclusion financière, on ne veut pas qu'il y ait des personnes exclues. Mais s'il y a des personnes qui, par exemple, ne peuvent pas utiliser un téléphone portable parce qu'il peut en exister, c'est que ces gens-là peuvent commencer déjà à faire partie des exclus. C'est un exemple que je donne. Et donc, en cela, je dis, et j'ai dit quand je finissais dans ma première intervention, que lorsqu'on pourra permettre à la grand-mère du village, comme je disais, comme vous l'avez dit aussi tout à l'heure, de pouvoir aller juste à 50 mètres de chez elle, d'avoir accès dans sa langue à un kiosque où il y a tout un hub de services disponibles dans sa langue, même les marketplaces. C'est-à-dire, puisqu'il faut pouvoir innover et adapter les choses à notre environnement, à notre contexte. Et nous savons que par rapport aux usages qu'il y a tellement de technologies que c'est parfois compliqué pour les personnes qui sont dans les milieux. Est-ce que vous pensez, par exemple, comme M. Soglo, qu'on peut faire fi de cette barrière en alphabétisation et tout ça? Tout à fait. Par la solution que je préconise là, c'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité de dire, il y a par exemple la NIP, c'est un exemple que je donne, la NIP qui a mis en ligne la possibilité de pouvoir payer un service pour l'accès à l'identification tout court. Est-ce qu'on est capable de faire en sorte que à chaque
1000 mètres carrés ou bien, je ne sais pas, à chaque 50 mètres, il y a un kiosque pour que les gens puissent aider les autres, c'est-à-dire la grand-mère, à faire ce truc-là en ligne, par exemple. En tout cas, M. Agué, si je vous aurais compris, ça dit qu'il ne faut pas forcément vous chercher à ce que la grand-mère aille maintenant à l'école. C'est pas ça, c'est pas forcément ça. Même la culture. Pour l'accompagner. Il faut l'accompagner. Pour qu'il puisse quand même consommer des services financiers. Il faut que l'accompagnement soit juste à côté. Voilà. C'est ça. D'accord. Et peut-être aussi travailler sur la culture, parce que la culture est encore ancrée dans le cash. Les gens sont encore sur du cash, même ils ont parfois peur de plein de choses. Donc, en plus de la culture financière, il faut maintenant que l'accompagnement soit à proximité. Merci beaucoup, M. Agassi. C'est vrai que tant que l'argent n'est pas sous le lit de la grand-mère, elle n'est pas convaincue qu'elle a de l'argent. Monsieur Fador, vous savez, le thème de Benin Investments Forum 2021, c'est Benin, terre de vos projets. D'accord? Alors, vous, en tant que spécialiste, alors, comment l'inclusion financière peut être un catalyseur pour attirer les investisseurs au Bénin? Ok, merci pour la question. Lorsqu'on jette un regard sur les effets ou les impacts directs des actions ou des initiatives dont nous avons parlé tout à l'heure, dont le DGMTN a parlé et tout, on va se rendre compte que l'ensemble de ces initiatives, nous devrons contribuer qu'à sortir soit des couches qui ne sont pas économiquement actives à mener des activités, soit des activités de revenus, ou bien à ce que des jeunes ayant des idées de projets puissent, de par l'accès au financement, parce qu'il y a des mécanismes au niveau des SFD, etc., des banques qui leur permettent d'avoir accès au financement pour monter une petite entreprise. Et donc, on va voir que l'ensemble de ces initiatives, au fait, ne sont pas loin ou cadrent ou sont en lien direct, au fait, avec les objectifs de développement durable. On en a, je ne vais pas citer tout. Lorsqu'on regarde l'ODD 1, c'est éradiquer la faim, autonomisation de la femme et réduire les inégalités. On a la promotion d'une agriculture durable. Et donc, aujourd'hui, inclusion financière, digitalisation des chaînes de valeur agricole, accès au financement via les IMF, accès, renforcement des capacités des acteurs, etc. L'ensemble de ces initiatives, au fait, sont en lien direct avec les objectifs qui sont définis au niveau des objectifs de développement durable. Et donc, si nous arrivons à mettre en place des dispositifs ou des mécanismes permettant aux jeunes, aux femmes, etc., de pouvoir avoir accès au financement, d'ouvrir un compte, de commencer à avoir accès aux services d'épargne, de crédit, etc., ça veut dire que nous en arrivons à créer un environnement, comme le dit Steve Group, de paix, où nous arrivons à ce que des gens qui ont faim, aujourd'hui, ont peut-être de quoi manger, de quoi dormir, etc., et on évite au fait tout ce qui est crise économique. Et c'est ça, et c'est là où nous voulons aller pour dire, nous devons être où nous sommes, où nous voulons avoir plus la paix, la sécurité, pour pouvoir attirer les investissements. C'est comme ça que je vois. Et donc, à cet effet, la démarche où toutes les initiatives devant aller dans le sens de l'inclusion financière réussie doivent être encouragées pour éviter que nous ne tombions dans des travers sociaux, etc. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, M. Fador. Je pense qu'il y a un thème qui est souvent revenu dans votre développement. Avoir accès au financement. D'accord? Et donc, peut-être on terminera par là. Monsieur Alavant, aujourd'hui, est-ce que ça suffit d'avoir un compte mobile money, recevoir de l'argent retiré pour qu'on dise que vous êtes inclus financièrement? Non, pas du tout. Mais avant de revenir à votre question, je pense que je voudrais faire un petit complément par rapport à l'intervention de Serge tout à l'heure. Il y a également les infrastructures pour booster l'inclusion financière. On n'a pas parlé d'infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, la grande mère qui est au village a la possibilité d'accéder à un téléphone portable? Comment cette grand-mère arrive à accéder au téléphone portable? Le téléphone portable coûte combien? Encore qu'aujourd'hui, nous allons régler le problème de parcours client.
Est-ce qu'à travers l'USSD, nous sommes convaincus que nous avons un parcours client qui encourage l'inclusion financière? Est-ce qu'il ne faut pas utiliser des téléphones intelligents ou les téléphones mi-intelligents, mi-basiques pour faciliter l'utilisation donc par les populations? Et je me souviens qu'en 2019, il y avait au cours d'un rendez-vous donc de GSMA où Orange, je me souviens bien, annonçait que on devait fabriquer des téléphones qui vont coûter, je crois, moins de 10 000 francs CFA pour que toutes les populations africaines puissent accéder à des téléphones à moins de coût. En fait, dès que vous avez le téléphone, vous pouvez utiliser justement derrière l'éducation financière, l'éducation digitale. Alors, je voudrais également revenir rapidement sur l'aspect éducation financière pour dire que l'éducation financière transmet non seulement les connaissances, transmet non seulement les compétences, mais l'éducation financière surtout rassure la population. Et donc crée une certaine confiance. Dès que vous avez confiance en ce service qu'on vous présente, il n'y a plus de crainte. C'est pour ça justement, on a besoin d'intégrer l'éducation financière dans les pratiques quotidiennes. Vous voyez, si j'initie une transaction et que toutes les fois que j'initie la transaction, j'ai un échec, qu'est-ce que je dirais? Ah oui, tel opérateur ou tel prestataire n'est pas sérieux. Or, ce n'est pas forcément le cas. Alors, bref, je sais qu'on a une contrainte de temps. Alors, non, il ne suffit pas d'accéder à un compte mobile money pour parler d'inclusion financière. Aujourd'hui, l'accès à un compte mobile money, c'est généralement pour les services, on parle des services de première génération, notamment le transfert d'argent, le paiement. Et ça, ces services-là, vraiment, ce ne sont pas des services qui créent l'inclusion financière. Ça, c'est un premier pas. C'est juste pour habituer la population à aller vers l'inclusion financière. Les réels services qui favorisent l'inclusion financière sont des services de deuxième génération, notamment l'épargne, le crédit, l'assurance, etc. Donc, tant que les populations n'ont pas encore accédé à un service d'épargne, à un service de crédit, à un service d'assurance, véritablement, on ne peut pas encore parler d'inclusion financière. C'est un premier pas, c'est vrai. Donc, le fait d'accéder à un compte mobile money, c'est un pas vers l'inclusion financière. Mais pour vraiment parler d'inclusion financière, il faut que ces populations puissent aller vers des services de deuxième génération. C'est pour ça que je vois notre écosystème est en train de se mettre en place. Hein. On n'a pas encore vraiment tout ce qu'il faut, mais on y travaille. Je pense que d'ici là, on pourra parler vraiment d'inclusion financière réussie au Bénin. Merci beaucoup, M. Alavo. Malheureusement, il y a beaucoup encore à dire sur les termes, mais nous avons des contraintes de temps. Monsieur Soglo, MTN Mobile Money offre quoi aux investisseurs dans le cadre de l'inclusion financière? Bon, je pense que de manière assez synthétique, je vais simplement dire que nous avons forcément aussi des solutions pour les entreprises. Donc aujourd'hui, nous avons les solutions de bulk payment. Pour les entreprises, pour le gouvernement, nous avons des solutions de bulk payment qui permettent aux entreprises de payer en masse. Donc vous pouvez payer tout ce que vous souhaitez. En fait, vous avez 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 personnes à payer. Vous pouvez les payer directement. Nous avons les services de cash collection qui permettent en fait à des entreprises qui ont une chaîne de distribution de pouvoir remonter de l'argent de manière électronique. Nous avons les solutions Open API, etc. Mais ce que je veux dire déjà, c'est que en termes d'accélération des services, il y a encore beaucoup à faire. Et nous avons l'habitude de ne pas plutôt juste faire des promesses, mais nous préférons mettre en place pour que ce soit là et qu'on puisse les vivre. Donc forcément, nous travaillons dans le sens de pouvoir offrir des services de deuxième et de troisième génération. Je ne suis pas allé dans le détail ici, mais c'est des choses qui ne seront traînées et qui, d'ici là, vont pouvoir en fait contribuer à pouvoir passer encore à un autre niveau par rapport à l'utilisation des services financiers. Nous avons déjà commencé avec l'assurance. Aujourd'hui, vous avez l'assurance vie la moins chère du marché à partir de 25 francs en partenariat avec NCI Sous-nous. Donc, bref, c'est pour dire que nous sommes en plein pied dedans et nous allons continuer avec nos partenaires, FEDAP et tous les autres partenaires pour pouvoir accélérer davantage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, chers panélistes. Et je pense que nous avons fait le tour puisque nous avons des contraintes de temps. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous, monsieur le modérateur. Nous allons passer à la série de questions. Nous allons donc prendre juste les questions ou préoccupations ou apports, pourquoi pas, de deux participants. Monsieur Derrière. Merci et pour les panélistes pour les contributions. Je voudrais demander si au niveau de ces services qui existent et qui vantent l'inclusion financière, est-ce qu'il n'y a pas une rivalité avec les banques où ces services
ont vocation à devenir des banques. Parce qu'avec l'inclusion financière, il y a beaucoup plus de clients, à ce que je sache, et ça peut être un puissant avantage pour vos services, quoi. Alors, je voudrais des explications par rapport à ça. Et la sécurité, on voit qu'il y a aujourd'hui des arnaqueurs qui commencent à investir le système. Est-ce qu'au niveau de la sécurité, tout est garanti afin de tranquilliser les clients? Merci. Merci à vous, monsieur. Nous allons prendre une autre question, si on a. Oui, monsieur. Bonsoir, je salue les panélistes. Au fait, je pensais que le thème, c'était l'inclusion financière. Donc, je m'attendais à voir des gens de microfinance, des gens d'assurance et de petites structures de collecte de fonds. Mais ma grande surprise a été de voir que des gens qui proposent des solutions digitales. Est-ce que réellement ceux-là sont les directs en matière d'inclusion financière ou bien ils accompagnent? Parce que ceux qui sont là ne sont que des accompagnateurs. C'est mon souci. Merci à vous, monsieur, pour votre question. Monsieur le modérateur. OK. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas gardé les noms. Merci aux intervenants. Alors, la première question, je préfère l'adresser à M. Soglo. Rivalité entre banques et les nouveaux acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, cette rivalité existe? Comment vous appréhendez cette rivalité et autour des services? En tout cas, ce volet, voilà. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'est comme si on disait aujourd'hui qu'il y a une rivalité entre les fabricants de téléphones et les opérateurs GSM, ou comme s'il y a une rivalité entre les OTT et, je dirais, les opérateurs GSM et autres. Forcément, ça peut en sembler avoir l'air, mais il y a beaucoup de choses que chacun apporte et chacun a un rôle à jouer par rapport à cela. Aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec les banques. Quand je prends aujourd'hui des services comme le push and pull qui vous permet d'échanger de l'argent, de la monnaie électronique de votre banque vers votre compte mobile money et vice-versa, ce sont des services en fait qui rentrent dans la logique toujours de pouvoir accélérer l'inclusion financière. Donc, que ce soit les banques, que ce soit les fintechs, nous sommes des acteurs complémentaires qui travaillent dans le but de pouvoir accélérer l'accès aux services financiers. Donc, il y a une complémentarité dans ce que nous faisons. Les banques, aujourd'hui, en fait, réglementairement, il y a des choses que les banques font. Si vous avez besoin d'un prêt de 200 millions, vous n'allez pas vers une fintech. Réglementairement, nous n'avons pas le droit de faire cela. D'accord? Donc, aujourd'hui, c'est pour dire que nous venons compléter et offrir des solutions en complément de ce que les banques, les microfinances font pour pouvoir accélérer l'inclusion financière. C'est ce que je peux dire sur ça. C'est donc une chaîne, mais l'intervenant, son autre préoccupation, si j'ai traduit bien, est-ce qu'aujourd'hui, les établissements émetteurs de monnaie électronique n'ont pas un peu envie de devenir des banques? Je pense que c'est une question à laquelle je ne peux pas, pour le moment, révéler ce type d'ambition, parce qu'en réalité, nous sommes complémentaires. Nous sommes un établissement de monnaie électronique. Tout cela est défini, encadré réglementairement. Alors, quant à des ambitions de devenir une banque ou pas, je pense que ce sont des ambitions qui peuvent venir d'un opérateur ou d'un autre. Il y a des fintechs qui ont cette ambition, il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais encore une fois, les deux sont complémentaires. C'est ce que je peux dire pour le moment. Merci Soglo. Effectivement, il y a aujourd'hui des banques entièrement digitales. Ils n'ont pas une seule agence, mais c'est quand même des banques. Et donc, c'est la compétition, mais maintenant on parle plus de coopétition. D'accord? La compétition dans la collaboration. Monsieur Fado. Oui. Je voudrais bien. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, ajouter rapidement quelque chose, pour dire que, un peu renforcer l'intervention de Serge, pour dire à celui qui a posé la question que le cadre réglementaire est clair. Les émetteurs de monnaie électronique ne peuvent pas offrir certains services, notamment l'épargne, le crédit, l'assurance. Ce n'est pas possible.
C'est clairement défini. La loi a défini les services que les opérateurs, ou du moins les émetteurs de monnaie électronique peuvent fournir. Donc aujourd'hui, on a parlé de services, on est en train de parler des services de première génération. Les émetteurs de monnaie électronique sont là. Mais quand on commence à parler des services de deuxième génération, les émetteurs de monnaie électronique sont obligés de travailler, de collaborer avec les institutions bancaires ou les institutions de microfinance. Donc, il n'y a pas du tout de compétition. Comme l'a dit Maxime, c'est vraiment une compétition. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si tu me permets, oui, pour la deuxième question. En fait, quand on parle d'acteurs de l'écosystème de l'inclusion financière, nous avons les banques, nous avons les compagnies d'assurance, nous avons les émetteurs de monnaie électronique, nous avons les institutions de microfinance qui sont communément appelées SFD, système financier décentralisé, nous avons les fintech et nous avons également les sociétés de gestion et d'intermédiation. Je le dis souvent, parce que je me souviens, lors de la semaine de l'inclusion financière de la BCEAO 2019, une société de gestion et d'intermédiation à Dakar disait, mais on parle d'inclusion financière, mais personne ne nous voit. Or, ces sociétés également sont concernées par l'inclusion financière. Parce que vous pouvez ouvrir des comptes titres dans ces institutions financières, et des comptes titres, c'est de l'épargne, c'est un placement. Donc vous avez déjà accès à un service financier. Et donc, tous ces acteurs interviennent dans l'inclusion financière. Et donc, MTN Mobile Money est un émetteur de monnaie électronique, donc est bien un acteur qui fournit des services financiers. Donc, tous ceux qui sont devant vous ici sont vraiment des intervenants, qu'ils soient directement des fournisseurs de services financiers, qu'ils soient des accompagnateurs, on est tous des acteurs de l'écosystème. Merci. Merci, monsieur Alava, d'avoir déjà adressé la deuxième question. Mais il y a une question que nous n'allons pas occulter, la question de sécurité. Monsieur Faro. Ok. La question de la sécurité est une question très cruciale qui intéresse l'ensemble des acteurs, d'ailleurs, même l'entreprise au premier chef, et même d'abord le régulateur au premier chef, parce qu'il faut qu'on s'assure que est-ce que les dépôts ou les montants des souscripteurs sont en sécurité pour qu'on ne rentre pas dans des travers de dérive. Et aujourd'hui, je sais qu'au niveau de l'instruction, il y a quand même des dispositions qui ont été définies par la Banque centrale pour dire qu'il faut auditer votre plateforme chaque 3 ans, etc. Il y a des dispositions où la Banque centrale procède au fait, ils mettent en place, ils ont défini des mécanismes d'audit des plateformes chaque 3 ans. Et également, on sait aujourd'hui qu'avec tout ce qui se passe au niveau de la sous-région, en interne, autant les acteurs prennent des dispositions pour renforcer leur dispositif continuellement. Parce que c'est un dispositif qui n'est pas fiable, qui n'est pas, comment je veux dire, qui se modifie ou bien qui s'adapte. Parce qu'à chaque fois que vous renforcez votre dispositif, il y a toujours des acteurs qui sont là à chercher à comprendre le système. Et donc, à ce niveau, on met en place en interne des mécanismes. Vous allez voir qu'il y a des services de revenus, assurance et fraude. Vous allez voir qu'il y a tous des services qui sont là pour faire les tests périodiquement, etc., pour toujours en train de voir est-ce que notre mécanisme est toujours fiable, etc., ou n'est pas violable. Voilà, c'est ce que je peux dire à propos. Merci à vous, messieurs. Nous sommes malheureusement au terme de ce panel. Merci vraiment à vous, monsieur Adoko, pour la modération. Je vous laisse conclure. Ok, merci beaucoup. Je voudrais remercier les panélistes, le public qui nous a prêté oreille aussi. Remercier une fois encore les organisateurs, les promoteurs de BIF 2021. La question est vaste. Chacun a son opinion, mais je pense que nous avons eu des échanges qui ont permis quand même de faire vraiment la lumière sur les challenges du moment, les défis à relever. Ce que nous retenons, c'est que les opportunités existent, les perspectives sont là. Nous n'avons pas eu le temps de faire les plaidoyers. Monsieur Soglo l'a dit en filigrane, l'identification des populations, on pourrait le faire peut-être gratuitement, n'est-ce pas? Parce que c'est la base de tout. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup.
C'est surtout à vous, hein, c'est nous qui vous remercions, mesdames, messieurs plutôt. Messieurs, je rappelle que nous avions sur ce panel portant sur l'inclusion financière, monsieur Serge Soglo, monsieur Maxime Fado, monsieur Emmanuel Hodé, monsieur Amen Alavor et monsieur Adam Dende Afo. Merci à vous pour vos différentes contributions à ce thème-là. On les raccompagne, mesdames et messieurs, comme toujours. Merci à monsieur Maxime Adoko. Je rappelle que monsieur Maxime Adoko est président du comité monétique national. Merci.